En France, l'endométriose touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Une maladie aux multiples conséquences physiques, mais aussi psychologiques et sociales. Pour les femmes qui sont touchées, il y a la douleur à supporter évidemment, mais aussi le risque d'infertilité lié à l'endométriose. Et si je ne pouvais jamais devenir mère ? Une pathologie qui souffre aussi souvent d'un retard au diagnostic, on parle de 7 ans environ. Mais heureusement, on fait désormais plus de bruit autour de la maladie. En outre, 2022 marquera peut-être un véritable tournant pour l'endométriose, puisque la France s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre cette maladie. Pour parler de ce grand sujet aujourd'hui, j'accueille le docteur Jean-Philippe Estrade, gynécologue obstétricien à l'hôpital Clerval à Marseille. Bonjour docteur Estrade. Bonjour. Alors, une question tout d'abord, docteur Estrade, pour poser le contexte. Quand on dit endométriose, est-ce qu'on doit parler d'une endométriose uniquement ou de plusieurs endométrioses? Et qu'entend-on? Que se cache-t-il derrière le mot chronique pour définir cette maladie? Effectivement, on doit parler des endométrioses, car l'endométriose est très variable en fonction de l'âge d'apparition et des répercussions. Seulement, pour marquer un petit peu plus les esprits, il faut parler de 4 phénotypes, c'est-à-dire les 4 types d'endométriose. La première endométriose, c'est l'endométriose superficielle qui touche les organes de façon assez superficielle dans le pelvis. L'endométriose profonde par son côté profond avec l'envahissement des tissus à l'intérieur du pelvis, le rectum, le vagin, le kyste de l'ovaire, etc. L'endométrium, qui est un kyste de l'ovaire qui peut être assez volumineux. Et en fait, le 4e phénotype, qui est l'adénomiose. L'adénomiose, c'est l'endométriose de l'utérus. Et en fonction de ces 4 localisations qui peuvent être isolées ou complètement rassemblées, on va pouvoir en fait décrire la présence d'une ou de plusieurs endométrioses en même temps. Alors pourquoi on parle de maladie chronique? Tout simplement parce que l'endométriose a tendance à se créer petit à petit au moment de la puberté et se terminer en général, c'est pas tout à fait vrai, mais il faut le considérer comme vrai à la ménopause, et que l'endométriose reste un terrain naturel qui va se développer, qui va s'arrêter, qui peut reprendre et qui va évoluer tout le long de la vie en fait. D'accord. Alors, ce qui est compliqué aussi dans cette maladie, c'est que, je l'ai dit, il y a quand même une grande errance au diagnostic. En général, on met beaucoup de temps à la dépister, même si les choses sont en train de changer. Que doit-on faire, docteur? Que risque-t-on à ne pas écouter son corps? Quand faut-il s'inquiéter finalement et se dire qu'il y a matière à consulter? On peut dire schématiquement que l'endométriose, c'est la maladie du cycle menstruel. À partir du moment où ce cycle menstruel est douloureux suffisamment pour déclencher des handicaps ou des difficultés à la vie quotidienne, à la difficulté au travail avec l'absentéisme, des difficultés sexuelles, même des difficultés relationnelles parce que la douleur est trop présente pour avoir des rapports sociaux et amicaux, là oui, il faut aller consulter. Ce qui en tout cas angoisse ces femmes finalement quand on est atteint d'une endométriose, quand le diagnostic tombe, c'est les problèmes qui peuvent être liés à la fertilité. Docteur, est-ce que ça va être forcément un parcours du combattant pour une femme qui veut devenir maman? Pas du tout, c'est extrêmement variable. Il faut savoir que les patientes qui ont de l'endométriose ont un risque effectivement d'infertilité d'environ 30 à 40%. D'accord. Il y a aussi un risque de potentiel de fertilité, c'est-à-dire des femmes qui sont jeunes, qui ont une endométriose et qui ont déjà ce qu'on appelle une réserve ovarienne diminuée. Donc ça, il faut y prêter attention. À l'inverse, les patientes qui sont suivies en PMA et qui présentent une infertilité, dans la moitié des cas, ont une endométriose qui n'est pas connue. Et connaître cette endométriose et son diagnostic et son stade, c'est très important parce que ça peut faire varier les traitements et on peut nettement améliorer les résultats à partir du moment où on a la connaissance de cette maladie. Ouais. Et encore faut-il en avoir connaissance. Est-ce que, alors vous le disiez, des premières règles à peu près jusqu'à la ménopause, est-ce que ça veut dire que entre-temps, on aura forcément une endométriose? Est-ce qu'on peut la guérir? Est-ce que forcément on va l'avoir tout au long de sa vie, en tout cas jusqu'à la ménopause? On ne guérit pas forcément d'une endométriose. On apprend à vivre avec et on peut nettement, en tant que professionnel de santé, diminuer l'impact de l'endométriose à tel point de faire oublier à la patiente qu'elle a une endométriose. D'accord. Maladies chroniques comme le rhumatisme, comme l'asthme, comme le diabète, des millions de gens en France vivent avec ces maladies sans vraiment que ce soit une préoccupation quotidienne. Donc l'endométriose est un vrai terrain, c'est le concept d'endometriosis life qui a été développé par le professeur Chaperon à Cochin. On est avec une muqueuse utérine qui est plus ou moins pathologique
Et notre but, nous, en tant que médecins et thérapeutes, ça va être de réguler ça pour que l'impact soit le moins important possible. Donc, guérir est un bien grand mot, et je préfère soigner. Soigner intensément par de multiples moyens, y compris des moyens non médicaux, des moyens non hormonaux, par le yoga, par la naturopathie, par la relaxation, et l'abord global des répercussions du cycle menstruel. Alors peut-on revenir justement sur les traitements, docteur Estrade? Aujourd'hui, quel dispositif à la disposition des patientes? Les dispositifs sont de plusieurs types. Le premier, c'est le dispositif hormonal, car l'endométriose est une maladie qui est dite hormonodépendante. Alors même si aujourd'hui, ce n'est pas très à la mode auprès des patientes, ça peut être tenté et donner de bons résultats. Le deuxième, c'est les antidouleurs, avec les anti-inflammatoires en évitant les morphiniques. Mais le problématique de ces deux médicaments, c'est qu'ils peuvent entraîner des effets secondaires et une accoutumance assez importante chez des jeunes femmes. Le troisième, troisième et quatrième, ils sont sur le même plan. C'est tout ce qui est plus invasif, la chirurgie et la PMA pour l'infertilité. La chirurgie donne d'excellents résultats à condition que l'endométriose soit due à des lésions visualisées et qui peuvent être prélevées. C'est une chirurgie très complexe qui doit être faite plutôt par des chirurgiens dits experts en fonction du grade, raison pour laquelle la stratégie nationale endométriose a validé et pour laquelle on construit ces réseaux. Exactement pareil pour la PMA, où l'on travaille sur l'infertilité, mais également sur le potentiel de fertilité qui peut être perdu par ces patientes. Alors vous évoquiez la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui vient d'être annoncée par le ministre de la Santé. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, que vous accueillez avec grand plaisir. Oui, bien sûr, et ça permet à tout le tissu et l'écosystème médical et paramédical d'avoir un support politique. Je vous propose de rester avec moi encore quelques minutes, docteur Estrade, pour répondre aux questions de nos internautes. On va commencer avec un monsieur, justement, qui nous dit que sa compagne est atteinte d'endométriose et que du coup, depuis le diagnostic, il craint qu'elle ait mal pendant leur rapport sexuel. Que dire à ce monsieur, docteur ? Si ce n'est pas le cas encore, il est possible que ça n'intervienne pas, qu'elle n'ait pas forcément de douleur, parce que pas toutes les endométrioses donnent des douleurs pendant les rapports sexuels. Il peut y avoir des douleurs, ce qu'on appelle profondes, avec une douleur typique, soit des douleurs superficielles ou à la pénétration pendant le rapport hétérosexuel. Et ce sont deux choses qui sont complètement différentes, parce que dans l'endométriose, il y a le côté organique, les lésions d'organes qui peuvent faire mal, et ensuite l'appréhension et le réflexe. Oui. De la patiente par la crainte de la douleur et qui va plutôt agir sur le périnée et qui va créer ce qu'on appelle un syndrome myofascial. Dans les deux cas, tout ça se résout. La première résolution, c'est d'écouter, de bien interroger les patientes et de s'intéresser à leur sexualité. Aujourd'hui, souvent les patientes sont surprises, mais un gynécologue s'occupe du vagin et le vagin, on sait quand même a priori à quoi ça sert. Donc c'est une fonction, c'est un organe comme un autre, il faut en prendre soin et puis il faut connaître un petit peu sa symptomatologie, sans oublier le psychique qui n'est pas l'origine de l'endométriose du problème sexuel, mais qui par contre peut avoir une répercussion. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on a une sexualité qui n'est pas accomplie, voire pas de sexualité du tout à cause de la douleur, forcément, ça se répartit sur la patiente et sur le couple, et c'est une vraie épreuve d'effort pour le couple. Oui, parce que les deux sont impactés. Alors, une jeune femme qui nous demande maintenant si l'endométriose peut prendre fin avec la grossesse. Moi, je me dis que c'est peut-être une idée reçue, docteur. Oui, c'est une idée reçue parce que l'endométriose, c'est très, très difficile d'en parler très brièvement, mais c'est une maladie chronique, avec des hauts et des bas. Lorsque la patiente tombe enceinte, c'est que l'endométriose est plutôt quiescente. Elle a bien réduit par traitement, pas traitement, mais elle reste présente. Et il faudra quand même ne pas s'endormir sur le traitement après l'accouchement et qu'il faudra continuer à traiter ces patientes. Un autre point qu'il est nécessaire de discuter, c'est que les patientes qui ont une endométriose plus ou moins importante et qui ont des grossesses doivent avoir une surveillance un petit peu plus particulière parce qu'on a observé effectivement des pathologies pendant la grossesse, des hémorragies, des fausses couches, des accouchements prématurés. Donc ces patients doivent être vraiment bilantés et être pris en charge également dans des centres où il y a cette connotation d'endométriose et c'est très important. Alors, une dernière question. Ma fille adolescente se plaint énormément de douleurs menstruelles chaque mois, et ce qui l'empêche même d'aller au lycée. Est-ce forcément un signe annonciateur? Docteur, est-ce que quand on a 13 ou 14 ans, déjà, on doit peut-être se dire que de fortes douleurs sont un signe peut-être d'endométriose? C'est possible, tout à fait.
A posteriori, les études montrent que sur les endométrioses importantes, la plupart des patientes avaient un absentéisme scolaire. Mais a priori, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le cycle menstruel peut être plus ou moins important. Le cycle menstruel est un phénomène inflammatoire, donc il est forcément douloureux. La question, c'est de savoir à quel moment il devient assez douloureux pour être suspect d'endométriose, parce que beaucoup de choses ont changé, les perturbateurs endocriniens, l'alimentation, la perception de la douleur. Et voilà. Donc, mais cela ne change rien. Il faut faire un diagnostic d'endométriose, qu'il soit positif ou négatif. Ces jeunes femmes doivent être prises en charge parce qu'elles ne peuvent pas évoluer dans leur adolescence, dans la perception de la vie, de la scolarité, voire de leur future sexualité et fécondité, avec la présence d'une douleur, parce que ces gamines sont en train de grandir avec la douleur. Il faut éviter de grandir avec la douleur parce que ça peut cacher votre avenir. Donc encore une fois, nous n'avons pas la prétention de guérir ou de soigner toute la possibilité d'endométriose, mais d'abord de pouvoir écouter, expliquer, fera énormément de bien au cerveau des jeunes femmes et des femmes pour déjà savoir qu'est-ce qu'il faut combattre et pour ne pas rester dans l'ignorance, parce qu'en médecine, comme dans beaucoup de choses, il n'y a rien de pire que l'ignorance de ce qui se passe. Merci infiniment, docteur Estrade. Merci à vous et merci du temps donné à cette pathologie et à sa prise en charge. On était ravis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles expertises santé.